J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez également. N'hésitez pas à me mettre, un petit message dans le chat qui est en bas à droite pour me dire si tout fonctionne bien. Bonjour Christophe, Maïlis, Mohamed, Muriel, ravie de te voir. N'hésitez pas à mettre des petits messages, en bas si vous m'entendez bien. Je peux vérifier que c'est bon. Super, merci pour vos retours. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est, extrêmement important, en tout cas aussi à mes yeux, qui est celui de la marque de fabricant. Donc il y a vraiment avec cet enjeu vraiment de se dire, bah, finalement, comment une marque de fabricant, donc une marque de personnes qui fabriquent un produit, va pouvoir, devenir un vrai atout, dans un univers qui reste très concurrentiel. Donc peut-être rapidement, bonjour à ceux qui arrivent. Hem, une rapide introduction. L'idée pour moi de ce webinaire, donc évidemment, j'ai repris ces webinaires il y a quelques semaines avec l'idée aussi de pouvoir partager, faire un retour d'expérience. Nous, ça fait à peu près 11 ans au Studio La Racine qu'on accompagne ces sujets-là et l'idée pour moi, c'est que vous en tiriez le maximum, de valeur. Ah bonjour Maxime, je vois des gens et des noms connus arriver. Alors, l'idée ici, c'est que ce soit vraiment un webinaire qui vous serve, donc de répondre aux questions que vous vous posez. Donc je vais vous donner un petit exercice au démarrage, s'il vous plaît, de me noter dans le chat, Q1. Donc vous avez 3 questions. Dans quel domaine, vous êtes et dans quel domaine vous commercialisez, vos produits? Donc voilà, vous avez le chat en bas à droite, hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Hem, en mettant bien, s'il vous plaît, Q1 devant pour que je puisse bien, comprendre. Q2, quel est votre objectif, opérationnel pour 2026? Qu'est-ce que vous vous êtes, donné comme objectif concernant votre marque, concernant vos produits? Et en Q3, quel est votre obstacle, pour l'atteindre? Et l'enjeu ici, ce sera pour moi aussi d'essayer de vous apporter des réponses pour pouvoir, voilà, pour que vous puissiez, repartir avec de la valeur de ce webinaire. Donc, on va prendre 2 minutes si ça vous va, le temps que vous notiez tout ça. Et hésitez pas si vous avez des questions sur le sujet. Alors super, Mohamed, cosmétique réglementaire, prestation de services et façonnier. Papillon, je ne sais pas si c'est votre prénom. Métallier, spécialiste de la fabrication de trappes de sol. Super. Petrasco, je pense qu'on se connaît aussi. Mode, achat, matière. Muriel, évidemment, art de la table. Je vous laisse prendre le temps de Maxime aussi, comptoir en éteint. Donc de répondre à Q1, Q2 et Q3, s'il vous plaît. En plus, aujourd'hui, comme il y a eu un petit report de date par ma faute, on a la chance d'être une petite dizaine, donc ça vous laisse de la place. Christophe, caisse métallique pour le stockage du vin. Super. Donc, il me manque vos Q2 et Q3, s'il vous plaît.
Donc Papillon, centrer l'activité sur ce domaine en vue de passer le flambeau d'ici 4 à 5 ans. Centrer l'activité sur ce domaine, j'imagine que vous parlez de la fabrication des trappes de sol, donc derrière une valorisation, derrière de cet univers-là pour vous. Petra, achat plus responsable, donc votre objectif, c'est les achats plus responsables et le problème rencontré, c'est les prix. Très bien. Alors, je vous laisse finir de noter. Moi, je vais avancer pendant ce temps-là, peut-être très rapidement parce que pour certains, on se connaît bien, mais pour d'autres non. Donc moi, j'ai commencé, à travailler justement, ma carrière, après, tout de suite après l'école dans une entreprise qui s'appelle Émile Henry qui fabrique de la céramique en Bourgogne, qui est une très belle manufacture, française depuis 1850. Et je me suis occupée pendant 7 ans de la direction, marketing et la création du design produit avec vraiment cet enjeu chez Émile Henry que je peux montrer là, qui était de passer d'un statut de ce que moi j'appelle statut de fabricant, c'est-à-dire on parle de fabrication, on parle d'atelier, on valorise un savoir-faire, mais pas forcément, toujours, un produit, à vraiment un statut de marque. Comment on devient une marque, comment on assoit une marque et comment on va justement avoir des clients qui viennent nous chercher pour notre marque et pas uniquement pour un produit ou un savoir-faire. Évidemment, le savoir-faire fait entièrement partie, de la marque et est extrêmement important, mais il ne fait pas tout, surtout quand on veut donner une valeur premium, quand vous êtes sur un secteur où pour vous différencier, il y a aussi un enjeu de montée en gamme. Donc moi, ça a été mon job pendant à peu près 7 ans, de faire passer cette marque qui était vendue en supermarché, en hypermarché et qui faisait des produits assez basiques à une marque plus premium, qui, justement amène de la valeur. Amène de la valeur, ça ne veut pas forcément dire une augmentation des prix évidemment, mais ça permet l'augmentation des prix qui est juste et évidemment et ça permet aussi, d'avoir des produits qui sont plus forts. Alors je donne un petit exemple ici qui, pour moi est comment on peut amener de la valeur, ça c'est vraiment un petit intro. Mais vous voyez, par exemple, alors le bol que vous voyez sur la gauche ici, il est intéressant parce que c'est un produit qui existe depuis 150 ans chez Émile Henry et pour autant, bah, avec l'arrivée de la concurrence asiatique, avec, IKEA, avec toutes ces grandes enseignes, ce produit-là qui doit sortir à 15 € prix public, hein, pour Émile Henry, pour qu'il puisse simplement en vivre, ne se vend plus parce que les référentiels ont diminué. Aujourd'hui, difficile pour quelqu'un d'acheter un bol plus de 3-4 € pour quelqu'un, on va dire, de la classe moyenne. Donc, c'est les référentiels ont été cassés. Donc comment on fait pour pas perdre ce savoir-faire-là? Et ça a été une des questions justement de la marque en se disant: «Bah, comment nous on fait pour pas perdre notre savoir-faire, du d'un produit rond, mais qu'on peut quand même justement le réinventer?» Et donc, on a créé, ce produit-là qui est une coupe de conservation qui permet de conserver dans la partie basse ail, oignon, pommes de terre, de prolonger la durée de vie de ce produit-là, parce que justement quand on est dans la partie basse, on est dans l'obscurité et il y a des petits trous, donc c'est la meilleure manière pour prolonger la durée de vie, pour éviter le gaspillage en fait de l'ail, oignon, des pommes de terre et une partie haute qui est une coupe à fruits en liège qui naturellement va éloigner les moucherons. Ça, c'est quand même intéressant pour la coupe à fruits. Donc en fait, c'est un produit qui d'un point de vue fabricant est extrêmement simple, hein, c'est un bol et un couvercle. Mais c'est un produit qui, aux yeux du client, a une valeur perçue beaucoup plus forte que simplement un bol. Et c'est tout ce travail-là qui est vraiment passionnant et qui a permis à la marque derrière, bah, de vendre cette coupe de conservation 130 € prix public, alors que le bol à 15 € ne se vendait pas. Et cette coupe de conservation est devenue en 2 ans un des best-sellers de la marque. Donc là, c'est vraiment comment, justement, on vient, créer de la valeur dans une marque qui va avoir un parti pris, qui va assumer des positions et qui va derrière, bah, justement, pouvoir avoir un univers beaucoup plus premium et fort. Donc voilà, moi, ça m'a amenée à derrière créer, La Racine, qui est une agence qui accompagne, vraiment les manufactures, des maisons et des entreprises industrielles dans la valorisation de leur savoir-faire et de leurs produits, évidemment. Donc on associe une réflexion branding à la réflexion, produit.
Donc je pose la question ici, pourquoi lancer ou renforcer finalement, une marque propre? Si vous êtes fabricant, vous vous posez peut-être cette question de: «Est-ce que comment je à quoi ça sert finalement de renforcer notre marque? Comment on peut le faire?» Évidemment, la marque, pour moi, la marque de fabricant, elle a vraiment cet aspect levier de transformation qui est super important. C'est évidemment, de cultiver sa marque, c'est un levier stratégique d'indépendance vis-à-vis des donneurs d'ordre. Par exemple, Émile Henry, qui dépendait beaucoup de la grande distribution, va justement travailler cette marque pour qu'elle puisse gagner en premium et avoir une moins de dépendance du coup de ses clients, de ses gros clients B2B. Mais parfois, si vous êtes dans l'industrie, vous dépendez d'un énorme client, B2B et c'est pas toujours simple de diversifier vos clients. Donc ça, c'est vraiment aussi il y a vraiment un intérêt là-dedans qui est d'avoir plus d'indépendance et donc aussi derrière une meilleure résilience face aux baisses de commandes ou aux moins de risques, évidemment. Et hésitez pas au fur et à mesure de la présentation à poser vos questions dans le chat, ce sera avec grand plaisir. Alors, lancer sa marque propre, c'est et cultiver sa marque propre, on va dire à la fin, quand on a vraiment fait ce travail de marque-là, on a vraiment cette image et qui permet d'avoir plus de marge et plus de valeur captée. Évidemment, quand on vend en direct à son client, on va avoir plus de marge que quand on passe par un distributeur. Donc il y a une forme d'intégration verticale où on devient aussi la marque et le fabricant est aussi une marque et donc ça permet aussi une meilleure maîtrise des prix, évidemment. Alors, la marge est plus importante, mais on va le voir, attention, hein, parce qu'il y a aussi des coûts importants à lancer sa marque et c'est une logique qui est aussi différente. Alors, il y a une question de Christophe: «Pourrait-on définir la marque et ses dimensions?» Oui, alors la marque, en effet, c'est quand on passe d'une stratégie, on va dire, de fabricant, vous avez un nom d'entreprise, à une stratégie de marque, c'est que vous allez assumer derrière, on va le voir derrière, hein, mais un parti pris. Une marque, c'est un parti pris. C'est une identité forte. C'est des produits avec une direction, on va dire, créative qui est compréhensible. C'est pas un agrégat de différents produits. Ça, c'est un distributeur. On a vraiment cette dimension qui est basée sur une identité qui doit être définie en amont. Donc souvent dans ce qu'on appelle, peut-être vous connaissez dans le jargon, la plateforme de marque, mais en tout cas on définit une identité. On va en parler après et derrière on vient l'exprimer. Donc c'est ce qui permet de construire une marque forte dans le temps aussi et une marque à laquelle on va se fier, qui va nous donner des valeurs, donc des valeurs parfois de fiabilité, de sécurité, mais aussi de créativité, voilà, on peut avoir différents types de valeurs. La marque, elle véhicule ces valeurs-là. Et évidemment, donc pour lancer sa marque ce qui est intéressant quand on lance sa marque propre, c'est évidemment le fait d'avoir aussi des liens plus directs avec vos clients finaux. Notamment, quand on vient la renforcer, quand on va avoir un lien direct, par exemple, avec le consommateur final ou avec, non plus avec un distributeur, mais avec, peut-être, directement des magasins indépendants. Vous allez avoir un lien qui est beaucoup plus, fort avec le consommateur final. Moi, j'avais vraiment remarqué, en fait, finalement, quand on à l'époque, moi, ça fait 15 ans, j'étais chez Émile Henry. On avait assez peu de contact au démarrage avec nos clients finaux et on savait pas vraiment qui utilisait nos produits et comment ils étaient utilisés. Ça, c'est vraiment un intérêt. Il y a vraiment un intérêt ici pour mieux connaître ses clients, ce qui permet derrière on peut innover plus vite, on peut répondre plus rapidement, être plus réactif avec les produits qui correspondent vraiment à ce que cherchent nos cibles et évidemment créer aussi une communauté de clients qui va être plus engagée. Christophe, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais si ça vous semble pas clair, n'hésitez pas à le dire. Et puis je suis désolée, j'ai un énorme rhume, donc je fais au mieux. Hem, alors évidemment, il y a un point qui est fort aussi dans le renforcement, on va dire, de sa marque propre ou le lancement d'une marque propre, c'est celui de la valorisation des équipes internes. Alors moi, j'ai accompagné à peu près une centaine d'entreprises sur ces 11 dernières années, justement sur ces sujets-là aussi. Se dire que alors soit c'est des fois à côté, des fois c'est vrai, ça a été parfois le cœur de se dire: «Bah, nous, on a envie de lancer notre marque et de la renforcer». Peut-être qu'elle existe déjà, mais de renforcer notre marque parce que quand on fait notre marque, bah, nos équipes sont vraiment, heu,
ont le plaisir d'avoir un produit qui est signé, maison, qui est fait par elles et dans lequel elles sont complètement, aussi, fières, d'avoir, de créer ce produit-là. Quand on est toujours en B2B, on n'a pas forcément ce sentiment-là. Donc la mobilisation autour d'un projet commun, est vraiment intéressante. Et évidemment, si vous êtes dans une dimension, de produire en B2B ou produire pas pour un client final, vous allez avoir parfois des périodes creuses, dans le calendrier. Il y a notamment dans la mode par exemple, on va avoir des moments où on a des périodes creuses et donc lancer sa propre marque, c'est aussi une manière de permettre une meilleure rentabilité, dans l'atelier. Donc pourquoi c'est intéressant de venir renforcer et de venir lancer sa propre marque quand on n'a pas forcément encore sa marque ou quand on n'a pas encore passé du temps à créer ses propres produits? C'est pour tous ces leviers-là qui, au final, représentent une stratégie qui est globalement assez exigeante, on va le voir, hein, mais qui peut être un vrai levier de transformation dans le temps. Je prends l'exemple ici d'une manufacture qui s'appelle C2S, qui est dans les Deux-Sèvres, en Nouvelle-Aquitaine, à Courlay exactement et qui produit, des vêtements, notamment des chemises, mais aussi des pièces un peu plus complexes pour l'industrie du luxe. Donc ils vont avoir comme clients, Courrèges, Dior et autres. Mais, ils ont eu à un moment donné cette envie de dire: «Mais en fait, nous, dans nos tiroirs, historiquement, on avait une marque et elle s'appelait, Qui-Dure. On aimerait la relancer, pour pouvoir, créer un projet». Au début, c'était vraiment créer un projet qui nous permet d'apprendre et de mieux comprendre, mais aussi d'impliquer nos équipes, dedans, parce qu'elles étaient toujours en train de répondre en plus des demandes assez exigeantes. Donc il y avait aussi cette envie de pouvoir créer sa propre marque. Et au démarrage, l'enjeu ici était de se dire: «Bah, tiens, Qui-Dure, historiquement, c'était une marque de vêtements de travail». Donc qui vendait à des peintres, à des menuisiers, enfin à tous ces métiers-là, avec un système de, camionnettes qui passaient dans les différents villages, dans les différentes villes, autour de l'usine pour venir, proposer, ces produits. La question, ça a été de se dire: «Est-ce qu'on va sur le marché du vêtement de travail ou est-ce qu'on va au contraire, créer une marque de mode avec inspiration vêtements de travail?» Alors après une étude minutieuse, on va dire, de la concurrence et des possibilités, on a pris l'option mode. Pourquoi? Parce que le vêtement de travail aujourd'hui en France, c'est un secteur où les prix sont vraiment tirés vers le bas et beaucoup, est très, où il y a énormément d'imports, très peu fabriqués en France, avec vraiment cet enjeu de pouvoir, trouver l'enjeu, c'est vraiment de trouver une place sur le marché et une place qui soit pérenne dans le temps. Donc la décision a été prise vraiment de se dire, comment on vient valoriser aussi notre savoir-faire, notre univers. Et je vois Petra que vous le dites aussi dans la mode, il est très important de valoriser son style, son savoir-faire et ne pas suivre les tendances. Peu de sociétés le font, exactement. Et ça a été le parti pris là pour Qui-Dure, de se dire: «Bah, en fait, on veut créer des vêtements intemporels, qui sont issus de notre savoir-faire et qui sont pas forcément issus de la tendance», parce qu'en ce moment le rose est à la mode, par exemple. Donc le premier travail a été de définir la plateforme de marque. Avec vraiment se dire: «Bah, c'est quoi notre univers, notre style, nos ambiances? Qu'est-ce qu'on a comme vision claire, du vêtement?» Par exemple, le fait d'être dans l'anti-tendance, c'est un parti fort chez Qui-Dure, pour derrière vraiment créer petit à petit une communauté qui nous ressemble. Ça a évidemment derrière donné, une fois que ce travail-là est réalisé, ça donne, la possibilité d'avoir potentiellement sa boutique en propre. Alors ça, je vous montre des plans d'une boutique, éphémère qu'ils ont créée, à Bordeaux, qui a eu lieu pendant 1 an et où justement, bah, l'idée, c'était de se dire comment on vient ramener le savoir-faire dans une marque forte et dans une marque qui fait des choix, en fait. Et là, donc on a un petit peu l'idée de l'usine dans la boutique, mais la valeur pour le client, elle est énorme aussi. Quand on dit un atout, stratégique face au prix, c'est on vient amener d'autres choses avec une marque de fabricant. Ici, le choix, ça a été de se dire: «Ben, finalement, peu de personnes savent qu'un vêtement, ça se fait pas comme ça. C'est complexe,
c'est très complexe même. Ça dépend du tissu, ça dépend de il y a des montages différents et on s'est dit: «Mais c'est aussi l'occasion de faire comprendre, de faire venir un peu un bout d'usine à Bordeaux et de faire comprendre ça au client, final qui va rentrer dans la boutique, même s'il achète rien, il ressort avec une vraie valeur, une vraie compréhension». Donc ça, c'était aussi intéressant, de voir que, vous voyez, là, je vous donne les images de la boutique ici, hem, qui était en plein cœur de Bordeaux et qu'on avait vraiment, ramené, des éléments de, patronage, comment on fait les cols, comment on fait les manches, d'expliquer en fait ça, et ça, c'est une vraie valeur forte et en effet, ils ont même si en effet, il y a Carhartt qui est dans cet même univers-là aussi, alors avec un univers, un peu plus américain quand même, chez même carrément plus américain chez Carhartt, mais c'est aussi intéressant de se dire qu'ils ont quand même trouvé leur place et qu'aujourd'hui, la marque, elle vend essentiellement en ligne. Et sa communauté se développe, de jour en jour. Parce que ses partis pris sont affirmés, parce que sa vision est claire et qu'il y a, régulièrement, des nouvelles pièces aussi et que c'est une marque qui se trahit jamais dans ses valeurs, qui est fidèle, à elle-même. Vous pouvez aussi regarder leur Instagram. On avait travaillé sur toute la ligne éditoriale, en fait, de cette marque et les partis pris sont assez, affirmés. Donc la question aussi qu'on peut se poser, c'est finalement par rapport à notre concurrence et souvent, si vous êtes ici dans des métiers de fabrication, c'est intéressant de se dire: «Mais finalement, quelles sont nos forces par rapport, aux concurrents qui, eux, ne fabriquent pas forcément, importent et donc c'est beaucoup plus simple pour eux?» Dans une marque de fabricant, ce qui est intéressant de pousser, c'est cet aspect expertise. Parfois et souvent même, c'est, le spécialiste de. Je prends l'exemple du canapé. Vous pouvez aller, chez Sarah Lavoine, Sarah Lavoine, vous allez acheter un canapé, dans la tendance, dans un univers, dans un style, mais vous allez pas acheter le spécialiste du canapé. Si vous voulez aller chez le spécialiste du canapé, vous allez vous tourner vers d'autres marques, vers des fabricants, des gens qui savent construire un canapé. Donc tout dépend en fonction de vous allez avoir des clients différents. Le client Sarah Lavoine cherche avant tout le style, le client qui va chez le fabricant cherche avant tout la qualité et la durabilité. Évidemment, les 2 doivent être présents dans les 2 marques idéalement, mais c'est des angles différents et ça, c'est une carte qu'on peut souvent pousser, qu'on va souvent en tout cas, on va se poser la question: «Est-ce qu'on a un intérêt à vraiment avoir ce côté spécialiste, cette expertise et comment on la raconte cette expertise?» Évidemment, il y a ce côté aussi authenticité. L'authenticité, parce qu'on a un outil de production, parce qu'on a, souvent qu'il y a une tradition, qu'on a des savoir-faire, on va les valoriser et ça, c'est vraiment très fort. C'est ce que moi j'appelle DNVB, Digital Native Vertical Brand. C'est toutes ces marques qui sont nées d'internet, hein, finalement et là, on a vraiment un outil de production fort et donc une vraie authenticité qui touche toujours dans ces métiers qui sont valorisés, en fabrication française, en haut de gamme, c'est vraiment un point clé. Et puis, dans les forces, on a aussi la réactivité. La réactivité, c'est, quand vous faites fabriquer à l'autre bout du monde, en fait, vous avez pas du tout la même réactivité que si un client vous demande, en une semaine de pouvoir, réaliser quelque chose ou simplement de pouvoir rapidement mettre un produit sur le marché. Vous avez une envie, vous avez la capacité de le faire assez rapidement. Et ça prend pas forcément 2 ans pour pouvoir, développer, quelque chose. Donc là, c'est vraiment une force qui est aussi, clé et qu'on oublie parfois, mais il y a vraiment cette réactivité qui peut être hyper importante pour vos clients. Et aussi la proximité, c'est, cette capacité donc à être assez proche de ses clients et donc à pouvoir permettre de la personnalisation, de la customisation, du sur mesure, qui sont des valeurs fortes. Alors maintenant, ce que je souligne aussi, moi j'ai vu beaucoup de biais, quand je dis les biais, c'est un peu les erreurs aussi à pas faire, qu'on peut avoir assez régulièrement et qui nous amènent souvent, derrière à des échecs. Alors, le premier biais, c'est on sait fabriquer des produits, c'est déjà 80 du job. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Savoir fabriquer les produits, c'est évidemment indispensable, mais c'est pas 80 du job, c'est peut-être 30-40.
Travailler, développer une marque, c'est aussi derrière, beaucoup plus que ça. Ça va être un travail sur l'image, ça va être un travail sur, les convictions de la marque, les partis pris, mais aussi sur la création produit, pour qu'elle vienne alimenter une marque forte. Et on peut pas se limiter en effet à juste un savoir-faire de fabrication. Ensuite, un deuxième biais, c'est de se dire: «Bah, en fait, nous, nos produits sont très bons, donc forcément, ils trouveront un acheteur». Pareil, ce serait beau, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a vraiment cet enjeu, comme la plupart des marchés sont ultra concurrentiels, de vraiment pouvoir se dire que ce n'est pas uniquement la qualité du produit qui va permettre de trouver, acheteur derrière, mais qu'on a vraiment besoin d'un accompagnement global autour de ce produit pour pouvoir l'aider à être bien commercialisé. Et comme on se dit parfois certains produits sont mauvais et trouvent des acheteurs, bah, voilà, l'inverse est aussi vrai. Parce que, il y a toute une démarche de valorisation, une démarche marketing qui peut être faite avec aussi avec, une vraie justesse, hein, c'est notre parti pris, mais c'est avec une vraie justesse, sans raconter des choses qui n'existent pas, mais qui sont en fait vraiment importantes. Et souvent, c'est pas dans l'ADN d'un fabricant de faire du marketing. C'est pas dans l'ADN des fabricants de faire de la communication et ça, c'est tout à fait normal. Pour autant, c'est des leviers qui doivent être intégrés au fur et à mesure du temps, parce que les marques qui l'ont fait, hein, on peut prendre Pinel par exemple ou Fermob, bah, en fait sont aujourd'hui, sont des marques qui rencontrent un grand succès parce qu'elles ont intégré ces outils-là qui ne sont pas uniquement réservés, aux startups ou aux jeunes marques. Un autre biais, il suffit de créer un bon site e-commerce et le tour est joué. Je dois avouer que je l'ai vu souvent celui-ci. Lancer une marque quand on part de 0, c'est pas uniquement avoir un site e-commerce et penser que ça va fonctionner. C'est, il faut le dire, un travail de longue haleine pour, évidemment mettre en place des outils comme un site e-commerce, mais derrière faire venir du monde dessus. Faire venir, par les réseaux, faire venir par, des prises de parole. C'est vraiment un travail au long cours et c'est pas juste en une fois, un one shot où on va se dire: «C'est bon, on a lancé la marque, maintenant on attend». C'est un travail vraiment quotidien et assez long, mais qui peut vraiment, porter ses fruits et qui va vraiment porter ses fruits. Et puis un dernier point qui est aussi un risque, c'est, vraiment de se dire que nous fabriquons déjà ce produit, pas besoin de changer grand chose, on va juste lui coller un joli nom et on va l'envoyer, tel quel, au client. Et là, il y a un vrai enjeu de direction artistique, donc de DA. La marque, c'est sûr, c'est tout, mais pas un pot pourri. Ça, c'est vraiment important. C'est pas un pot pourri de différents produits qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres, ou qui n'ont pas de lien de ne serait-ce que de style ou d'histoire. Ça, c'est important parce que sinon, vous ne pouvez pas monter en gamme, vous ne pouvez pas avoir une image plus premium si on n'a pas une vraie direction artistique qui est posée, sur cette marque. Sinon, vous allez donner l'image d'un distributeur et là, en effet, on n'est pas dans du haut de gamme. Donc il y a toujours un enjeu de design produit qui est important, en tout cas d'une direction artistique globale pour pouvoir se dire: «Mais nous, notre style, qu'est-ce que c'est? Comment on le définit?» heu et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on intègre dans la méthodologie de travail. Maintenant pour vous donner un peu des grandes étapes, hem des investissements, si vous vous dites: «Ben, en fait, moi, j'ai envie de lancer, une marque, j'ai envie de renforcer une marque», il y a des étapes finalement qui sont, importantes, pour maximiser justement cette réussite. La première étape, c'est d'effectuer, ce qu'on appelle un diagnostic stratégique qui peut prendre différentes couleurs, mais dans laquelle vous allez vraiment venir, bah, dire: «Bah, nous, dans l'entreprise, quelles sont nos forces, notre savoir-faire, notre capacité de production, qu'est-ce qu'on sait bien faire? Quelles sont aussi nos faiblesses? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui?» Et puis évidemment, regarder la concurrence d'un œil le plus objectif possible, pour se dire à quel moment on va trouver un bon positionnement stratégique. Est-ce qu'il y a une opportunité pour nous sur ce marché ou pas? Un point essentiel aussi, c'est vraiment de comprendre, la demande et donc de comprendre qui sont les cibles. Donc là, on vient définir des personas pour ce qui vont nous servir autant enfin, qui vous serviront derrière pour tout, autant en communication qu'en création de nouveaux produits derrière. Se dire: «C'est qui notre client type? À qui on veut vendre?»
à quoi il ressemble, quelles sont ses habitudes. La persona, c'est vraiment un outil où on se dit: «OK, on rentre dans le détail, quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qui est important pour lui, dans la vie, pourquoi il vient acheter nos produits ou qu'est-ce qui l'intéresse dans nos produits?» Et on vient derrière définir une offre qui va correspondre à ce persona-là. Et tout ça, ça reste un peu conceptuel au démarrage, mais l'idée, c'est de si vous lancez une marque, de maqueter, de tester le concept, auprès de ses futures cibles. Donc d'effectuer une enquête sur le terrain, donc en appelant des clients, en appelant des prospects pour, leur parler de tout ça et recueillir aussi un avis extérieur objectif. Derrière, il y a évidemment c'est lancer une marque, c'est des investissements, qui sont très porteurs, mais qui vous demandent quand même de l'investissement. Donc il faut quand même s'assurer qu'on a le bon concept avec auprès des bonnes personnes. Et si vous avez déjà des clients, bah, c'est l'occasion de les interroger, c'est l'occasion de passer du temps avec eux pour vraiment comprendre comment vous pourriez faire évoluer votre positionnement, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui. Ils ont toute cette valeur ajoutée, vraiment dans leurs mains. Donc l'idée là, la première étape, c'est de valider qu'il y a vraiment un angle différenciant que vous pouvez prendre et qu'est-ce qui va être important pour vous dans les futures, années. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle, le branding ou la plateforme de marque. Donc là, on vient une fois qu'on a défini ça, de dire: «Ben, nous, notre positionnement, c'est ça». On vient écrire une plateforme de marque dans laquelle, je vais pas rentrer là dans le détail, mais vous allez, avoir vraiment définir finalement quel rôle cette marque veut jouer par rapport à ses clients, quelle valeur elle va porter, fortement et comment ça va s'incarner dans la marque. Quelle est sa promesse finalement au-delà du produit? Quelle est sa raison d'être finalement? Pourquoi elle existe au-delà de fabriquer ces produits-là? Qu'est-ce qu'elle vient apporter vraiment, à notre marché, mais aussi de manière plus générale au monde? Et en quoi, elle est en lien toujours avec sa légitimité, avec ses racines, avec, ce qui fait son ADN? Ça peut aller assez loin en fait, une plateforme de marque. L'enjeu, c'est aussi de la rendre la plus claire possible pour que vous puissiez, mobiliser vos équipes derrière ce projet. Parce que c'est lancer une marque ou renforcer une marque, ça se fait pas seul, avec une seule personne, ça se fait vraiment avec une équipe, qui, même si ce sont des personnes qui produisent derrière, ont besoin de faire enfin, en tout cas, moi, c'est ma vision, mais je trouve que c'est toujours plus intéressant de les intégrer dans le projet, même s'ils sont à titre consultatif, mais parce qu'ils vont voir ce qui se passe, que l'entreprise avance, que ça bouge et qu'il y a vraiment du sens à lancer ça. Encore une fois, n'hésitez pas, là, je suis un peu dans la partie jargon marketing, donc si vous avez des questions, je serai contente d'y répondre. Ensuite, un point clé, c'est, de définir une direction artistique, on va dire globale pour la marque. Comment tout ça, en fait, tous ces partis pris vont se traduire dans un univers visuel, dans un logo, dans des couleurs, dans, évidemment derrière tout ce qui va être les codes identitaires, donc le design produit, on va en parler après, mais aussi tout cet univers visuel qui va se traduire par des images, par comment vous photographiez, vos produits. Tout ça va se traduire derrière sur votre site internet, sur, vos réseaux sociaux, si vous êtes uniquement B2B, mais si vous avez aussi, parfois des packaging, ou des boutiques. Donc il y a vraiment cet enjeu de se dire: comment derrière on assure une cohérence forte et une direction artistique qui sort du lot aussi. Puisque c'est vraiment cette idée de se dire: «On doit sortir du lot». L'idée étant évidemment d'avoir un imaginaire fort pour avoir une marque qui se mémorise et même dans un domaine où vous vous dites peut-être que moi je suis dans un domaine ultra, technique B2B, mais même dans ce domaine-là, on a besoin de se souvenir de vous. Comment on se souvient de vous? Et ça, c'est pas réservé, aux marques qui vendent au consommateur final. C'est vraiment un point, vraiment important et évidemment, ça doit se traduire par des produits, identitaires. Je pense là à une marque qu'on a accompagnée qui fabrique des aérogommeuses, donc c'est des sableuses en fait pour, décaper, des meubles, ou même des bâtiments. Et en fait, cet enjeu-là de se dire: «Mais en fait, nous, on vend à des professionnels, mais finalement, comment ils reconnaissent notre marque? Comment ils vont savoir que c'est vraiment nos produits si on fait simplement des assemblages
assez basique. Donc c'est vraiment l'enjeu de se dire comment finalement cette marque, elle va se traduire sur le produit et ça va passer par tout un tas de détails. Ce qu'on appelle les codes identitaires ou le design language aussi, c'est le design de la marque, ses codes, comment elle communique et comment ça se voit sur son produit. Donc c'est là où on vient définir des codes identitaires, c'est là où on vient aussi définir une structure d'offre qui va être pertinente pour le client. Mais ça se traduit dans des finitions, quels sont nos types de finitions, quels sont nos types d'assemblage, quels sont, nos les différents usages ou les modularités qu'on peut proposer. Ça va être aussi les couleurs qu'on va choisir. Pour à la fin finir sur, bah, comment on se lance, comment on va sur le marché et comment on va communiquer tout simplement au long cours. Donc là, on va évidemment se dire, bah, voilà, on peut se lancer avec un site web, avec des réseaux sociaux, mais aussi avoir une narration sur le lancement, sur notre positionnement, une stratégie de contenu aussi, se dire, bah, finalement quel est notre, sur quoi on veut communiquer, et quels sont nos différents canaux de communication. Je vous ai mis ici alors vous voyez pas parce qu'il y a un petit bandeau vert en haut qui gêne, donc la slide s'appelle «Les grandes enveloppes». C'est pas, évidemment, c'est très difficile de le dire, de le faire, par personne ou par type d'entreprise, mais c'est pour vous donner une idée des investissements, de démarrage, du diagnostic à l'univers visuel. Alors si vous réalisez en plus des shootings régulièrement, il faut savoir qu'un shooting, ça peut coûter un peu d'argent, donc ça peut aussi il y a des manières de l'optimiser, typiquement d'en réaliser un par an, mais avec, beaucoup de visuels différents et peut-être un petit peu plus long que plutôt d'en faire, plein dans l'année. Ça, c'est vraiment des enveloppes que vous trouverez partout sur le marché, qui sont, voilà, à ces différents niveaux. Évidemment, le site web, ça va dépendre, hein, de l'ambition, hein, et puis si on veut un site web e-commerce ultra performant, qui vendent énormément, bon, bah, on va sûrement dépasser les 15 000, parce qu'il y a plein d'enjeux derrière, un site web et plein de techniques. Donc il y a une enveloppe de démarrage évidemment, mais il y a aussi, derrière le en continu et ça, c'est important de l'anticiper au démarrage. Malheureusement, moi, j'ai vu beaucoup de marques qui se sont lancées avec, une vraie intention, mais derrière qui n'avaient pas du tout anticipé que, bah, au final, ça impliquait d'avoir de temps en temps du design produit. Peut-être ça veut pas forcément dire, heu, 50 produits nouveaux par an, mais c'est au moins, un nouveau produit par an ou quelque chose qui vient animer vos ventes. Mais c'est aussi se dire: «On va faire, du contenu régulier sur les réseaux sociaux et on va travailler nos publicités, notre SEA, mais aussi notre SEO parfois pour certains domaines». Ça va c'est des points qui doivent être faits au long cours. Mais ça ne peut être fait que si vous avez une base qui est, claire et qui est inspirante pour vos clients. Et aussi, si vous lancez une marque, vous avez des investissements qui sont importants, hein, comme notamment, la constitution d'un stock. Ça peut être, souvent, un point important et peut-être le recrutement de compétences en interne. Typiquement, si vous avez, besoin de définir, une, enfin de lancer, une communication régulière, vous allez peut-être avoir, quelqu'un, en externe, en consultant, mais un alternant qui, va communiquer et travailler avec ce consultant pour pouvoir, faire un bon binôme. Je vois qu'il y a une question, Christophe: «Comment définir un nom pour une marque?» Bonne question. Le nom pour la marque, vous allez le définir vraiment à ce moment où le branding, c'est-à-dire que l'identité de la marque est très claire. Surtout, faut pas le faire avant. Faut pas le faire avant, parce que vous allez peut-être au début vous dire: «Bah, tiens, j'aime bien ce nom, j'y vais comme ça». Mais au final, là où vous allez définir ce nom, c'est une fois que le branding est clair et à partir d'une quand vous avez votre plateforme de marque qui est claire, là, on vient définir des champs lexicaux. Donc, on vient travailler autour des différents champs lexicaux et derrière, ben, on travaille des noms, qui vont avoir du sens pour la marque. Alors là, évidemment, vous faites attention à ce qu'ils soient déposables, mais c'est aussi important de se dire qu'il ne faut pas le faire trop tôt, sinon vous risquez peut-être de perdre en cohérence, avec le positionnement que vous allez affirmer avec cette marque. J'espère que ça répond à votre question. Hem, alors rapidement peut-être et je vais vous montrer derrière quelques exemples. Quels sont les impacts finalement que ça peut avoir aussi dans les équipes, de
lancer une marque ou de renforcer une marque. Le premier point qui est important d'anticiper, surtout enfin, quand on est dans le dirigeant ou dans l'équipe dirigeante, c'est de se dire que c'est quand même un changement culturel. On passe d'une logique qui est, vraiment B2B à une logique qui est orientée, production coût, heu, à une logique qui va être vraiment plutôt sur, bah, mon client final, comment je vais le chercher, comment je vais communiquer auprès du client final. Donc c'est quand même un changement, culturel qui peut être fort, qui peut prendre un peu de temps et qui doit vraiment être accompagné, mais accompagné surtout par l'implication, du dirigeant. C'est ce qui, à mon avis, a le plus de sens, c'est de que vous puissiez raconter régulièrement, en tout cas de l'équipe dirigeante, que l'équipe dirigeante puisse vraiment raconter régulièrement pourquoi c'est important, soit de passer à une marque, soit de renforcer notre marque, soit de vivre avec les 2, c'est-à-dire on travaille et en sous-traitance et avec notre marque à côté. Mais c'est vrai que ça doit aussi être porté par une vision. Ça va aussi avoir une évolution sur les rôles et les priorités, donc dans les équipes, c'est important d'intégrer ces priorités-là. C'est l'évolution des rôles de chacun, qui va être responsable de quoi et par exemple sur un atelier, on peut se dire: «Bah, heu, finalement on veut renforcer notre marque donc ça veut dire que ceux qui, habituellement créent les nouveaux produits au bureau d'études par exemple, bah, vont devoir travailler avec, des designers ou vont devoir travailler, avec, du marketing». Bah, ça fait aussi partie de leur rôle, et il faut l'intégrer en fait, et l'anticiper, déjà pour voir évidemment, leur expliquer pourquoi c'est important et aussi voir si ça leur convient bien. Mais si c'est bien expliqué, en général ça passe bien. Mais c'est vraiment important de l'anticiper. On passe, comme je disais un petit peu pour le changement culturel, mais c'est vraiment cette idée d'une organisation en mode projet. Donc ça veut dire qu'on va avoir là où parfois quand on est en B2B, on va se dire on travaille, on va dire heu, par commande, là on va avoir une vision un petit peu plus long terme. On va avoir des outils qui peuvent être mis en place comme un planning, un CRM, assez, puissant. Heu, donc là, ça peut aussi avoir un impact sur la manière dont vous organisez vos projets dans l'atelier. Ça peut aussi, comme je disais, occasionner une montée en compétences et ça peut être aussi un super point parce que souvent quand on se dit: «Bah, tiens, on a envie de lancer ou de renforcer notre marque pour nos équipes aussi», c'est l'occasion pour elles d'intégrer parfois des nouvelles compétences et on se dit, «Bah, on avait prévu de prendre quelqu'un en communication. En fait, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il y a pas quelqu'un de l'équipe que ça peut vraiment être intéressé et vu comme une évolution de poste de se lancer là-dessus?» Parfois, il y a des appétences naturelles et donc ça peut aussi permettre à vous de fidéliser votre équipe. Et pour finir, ce qui est aussi important si vous lancez notamment si vous lancez une marque ou si vous renforcez une marque, par exemple en disant: «Bah, on va avoir un regard design plus fort», c'est d'avoir une implication des équipes, de prod. Ça veut dire évidemment leur faire comprendre pourquoi c'est important. Parce que derrière, si, il y a une direction qui se dit: «C'est super bien, on va dans le bon chemin», tout ça, mais qu'en fait, vous êtes toujours en train de courir derrière en disant: «Mais en fait, ils vont pas dans notre sens parce qu'ils y vont, en freinant». Là, ça peut vous créer des problématiques de fluidité et c'est jamais, très agréable. Tout ça, c'est un petit peu du vécu, donc voilà, je vous partage ça, tel quel, mais c'est vrai que c'est des impacts qui sont importants d'anticiper pour que tout se passe bien et puis quand c'est bien anticipé, quand on le met en place, c'est un bonheur parce que ça toute l'équipe est contente, toute l'équipe avance et c'est toujours une très belle aventure. Je vais vous prendre quelques exemples maintenant. Alors, ce que j'ai pas dit, c'est que vous voyez qu'il y a un petit bandeau vert, en haut. Si jamais vous avez des questions spécifiques ou des problématiques spécifiques, surtout n'hésitez pas. Moi, je pourrais pas dans ce webinaire répondre à toutes les spécificités, même si on va essayer de regarder pas mal vos questions. Mais n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement. On aura évidemment un peu plus de temps pour échanger autour de vos enjeux spécifiques. Alors, premier exemple, la marque Hero, qui est née
d'un sellier qui est au Pays basque. Donc c'est la famille, de Voucou qui, historiquement fait des selles de cheval, fabrique des selles de cheval, pour d'autres marques. Donc eux étaient en B2B. Ils avaient cet atelier qui s'appelle Façon Cuir, qui, vraiment, a ce métier de la sellerie, donc avec, des codes qui sont intéressants, notamment, tout ce qui va être les surpiqûres, le matelassage. La sellerie, c'est beaucoup l'ergonomie, c'est, le travail de la sangle avec les anneaux, mais aussi donc tout ce qui va être la métallerie, avec un savoir-faire quand même assez poussé. Et leur envie, c'était de se dire: «Nous, on rêve de lancer notre marque de maroquinerie». Bon, la sellerie et la maroquinerie, c'est des savoir-faire qui sont assez proches. Pour autant, c'est pas du tout le même marché. On passe de l'équitation à la mode. Donc là, on est vraiment dans 2 univers qui n'ont rien à voir. Donc là, il y a aussi eu un changement culturel à faire évoluer qui a été, passionnant. Le premier point, c'est de se dire, bon, il y avait plusieurs évidemment, ils étaient 5 autour de la table, donc 5 avis, 5 visions. L'idée, c'est vraiment de se dire: «On va partir de leurs racines, donc de ce qu'ils ont, de leur histoire familiale, ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux envie, ce qui est important de leur savoir-faire, mais aussi du marché». Donc de regarder, la concurrence en présence et elle est nombreuse en maroquinerie. De regarder, hem, en effet, les personas, les clients auxquels on va pouvoir, s'adresser, avec notre niveau de prix. Parce qu'évidemment, en fonction d'un certain niveau de prix, on ne peut pas s'adresser à tout le monde et puis c'est jamais bon de s'adresser à tout le monde. Donc on vient définir ça pour derrière se dire: «Voilà, on pose un diagnostic, on se dit: "Notre positionnement stratégique, il est là et c'est là qu'on veut aller"». Et une fois qu'on a fait ça, on vient définir une plateforme de marque avec nos valeurs, notre raison d'être, je vais vous montrer tout de suite, nos valeurs, notre raison d'être, ce sur quoi on s'engage par-dessus tout, nos convictions, qu'est-ce qui est important pour nous, pour que ça s'incarne derrière fortement dans un univers, donc dans une direction artistique qui a du sens. Et Christophe, pour répondre à votre question tout à l'heure, le nom Héros est venu une fois qu'on avait posé ces éléments de plateforme de marque, avec vraiment cette idée de dire, en fait, héros, ça veut dire origine en basque. Ça répond à, ce qu'on avait défini en amont dans la stratégie de cette marque-là. Et évidemment, l'univers, le branding, en fait, l'univers de la marque, il correspond à ce qu'on s'est dit en amont dans la stratégie. Donc là, chez Hero, on est vraiment dans un univers du Pays basque, mais qui n'est pas du tout le Pays basque du surf et de la plage, qui est vraiment l'univers plutôt, de la montagne, de la campagne, des troupeaux, avec évidemment, vous le voyez, un clin d'œil à l'équitation, la présence du cheval qui est importante, dans un univers qui est assez mystérieux, c'est pas le Pays basque avec le grand soleil bleu, c'est plutôt, les nuages, c'est plutôt, ce regard un peu mystérieux. Et ça, c'est vraiment l'identité qui a été définie. Et alors, quand vous êtes dans l'industrie, on n'a pas forcément besoin de pousser le curseur très loin à ce niveau-là, mais plus vous allez être, avec un client final, plus vous avez besoin de pousser un curseur assez loin. Et là, on vient l'incarner dans un univers visuel. Donc ce qui a été intéressant pour, Hero, c'est qu'ils avaient, hem, cet atelier-là de selle de cheval. Quand ils ont lancé Hero, c'était en 2020, il me semble. Donc ça fait, 6 ans aujourd'hui. La marque a mis, peut-être, le temps d'installer tout ça, ça a pris ça a pris 1 an. Et puis après, et la marque a démarré assez fort. Ils avaient mis, des moyens aussi commerciaux derrière. Et aujourd'hui, ils ont revendu leur atelier de sellerie pour se consacrer uniquement à cette marque-là et à son développement. Donc ils ont recréé un petit atelier, mais de maroquinerie, cette fois. Donc voilà, tout ça s'incarne après sur de la direction artistique, mais ça s'incarne vraiment, une fois que c'est très clair. La raison d'être de Hero, elle tourne autour du lien, qui unit les générations et qui unit les hommes à leur terre. Et clairement, on va le retrouver finalement, ce lien, dans des visuels. La direction artistique, elle est pensée toujours en lien avec votre plateforme de marque. Donc derrière, typiquement ici, sur un visuel type, mais aussi, dans un visuel où on va retrouver, ces mains qui viennent créer ce lien. Là où il y a un vrai enjeu de cohérence avec le produit, et c'est pour ça qu'il faut toujours partir d'une plateforme de marque pour pouvoir commencer à, avoir le bon design, c'est aussi qu'on vient se dire: en fait, chez Hero, qu'est-ce qui était important? Dans les codes de sellerie, on a le matelassage, on a,
la boucle, la sangle, l'ergonomie, le confort. Et donc là, on est venu co-créer avec eux, des produits qui s'inspirent de ces codes-là. On vient pas de nulle part. Il y a vraiment des racines et une histoire, une vraie légitimité à cette marque. Et donc vous voyez, ce détail-là, heu, est devenu finalement le détail, un code identitaire de cette marque. Et le premier produit, dessiné qui était vraiment l'origine de la marque est resté le best-seller depuis ces années, parce que justement, il est vraiment issu à 300 de cette marque-là. Donc évidemment derrière ça s'est traduit par des campagnes visuelles, hein, et puis eux ont besoin régulièrement de faire de nouvelles campagnes, mais aussi par une boutique, par un lieu incarné dans lequel on retrouve leur code et dans lequel on retrouve une expérience qui est propre à la marque. Donc le plus gros enjeu, surtout quand vous avez pas forcément des entreprises qui, sont, les leaders du marché ou des plus grosses entreprises sur votre marché. Le plus gros enjeu, c'est la cohérence. C'est l'impact et la cohérence. C'est-à-dire comment on fait différemment, mais qu'on est toujours cohérent, de A à Z dans, notre expression, visuelle. Hem J'ai encore un petit exemple à vous montrer, puis on peut regarder évidemment vos cas, individuels. Alors, très rapidement, je le balaye. C'est, une marque donc, qui, était aussi une création de marque, cette fois-ci, dans la mode. C'était un atelier qui fabriquait, enfin qui fabrique toujours d'ailleurs pour des marques, plutôt européennes. Donc c'est un atelier qui est en Pologne, mais qui a été créé par, une Française il y a plusieurs années. Et avec une très belle mission qui était de se dire: «Mais en fait, nous, on voudrait redonner aux Polonais le goût, et l'amour du made in Pologne que, ils sont pas obligés d'aller chercher du made in Italie pour, trouver de la qualité». Donc derrière, ça a été tout un travail. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est un atelier dans lequel il n'y a quasiment que des femmes, donc on n'est pas sur la parité, mais c'est intéressant parce que ça a permis aussi de guider leur identité derrière. Et donc c'est la marque Millie Dutch qui est née comme ça, qui, s'est développée au début, les premières années autour de cet univers-là, qui aujourd'hui, marche très bien. Et heureusement qu'elle a été là puisqu'ils ont eu des départs de clients assez forts sur la partie B2B. Et donc ça a été pour eux une vraie bouffée d'oxygène d'avoir, cette marque, en parallèle, qui aujourd'hui, se développe très bien à travers différents types de points de vente. Donc là, de la même manière, le produit est très lié, leur savoir-faire historique, c'est celui du pantalon. Le produit est toujours très lié au savoir-faire, à l'univers, aux racines de la marque, pour assurer une cohérence, parfaite. Et si vous allez, aujourd'hui sur leur site, vous verrez, c'est intéressant parce qu'on vient vraiment ramener le produit dans l'atelier. On vient ramener, ce qui fait vraiment leur différence. Voilà, j'ai pris des exemples qui sont des exemples ici, on va dire B2C. Je vous donne aussi un exemple très rapide dans le plâtre, d'un exemple en B2B. Comment créer une collection de plâtre qui emmène le plâtre ailleurs. Ça, c'était un enjeu de la maison Garabos qui est à Bordeaux et qui avait, en disant: «Mais nous, en fait, n on n'est pas compétitif sur les prix quand on est face à des plâtriers classiques, parce qu'on fait les choses dans les détails et puis on aime les choses qui sont un peu plus complexes. On aime les moutons à 5 pattes, on a vraiment ce plaisir-là. On aimerait montrer à nos clients, qui étaient plutôt des architectes, qu'on peut aller beaucoup plus loin avec, nos métiers et qu'on ne peut pas limiter, le plâtre ou le stuc à la rosace, la frise et les murs blancs». Donc là, l'idée, ça a été vraiment de se dire comment alors pardon, ça c'est vraiment le travail de Garabos, hein, c'est de savoir faire aussi. On n'est pas sur du métier non plus basique, hein, c'est vraiment de savoir faire des conceptions assez complexes. Mais se dire finalement comment on va venir alors l'enjeu c'était de créer des produits, des pièces qui vont venir sublimer le plâtre et qui vont montrer l'excellence de leur métier à travers des pièces fortes. Qui sont des pièces d'une part vendues en effet aussi aux architectes, mais aussi, hem, des pièces qui ont été, qui ont permis aux architectes de se dire: «Mais en fait Garabos, ils font pas que ça, ils ne font pas que du mur, et des rosaces». Donc on pose au début un premier mood board, on va dire, d'intention, pour pouvoir derrière se dire: «Ben,
comment, on va l'incarner. Alors là, vous voyez une colonne lumineuse avec une matière qui a été retravaillée, hein, qui n'est pas aussi friable que le plâtre, qui a été une pièce très forte de ce travail-là, justement où on on vient montrer le plâtre sous un autre, visage. De la même manière sur une table ou encore ici, avec ce travail-là de comment on réinterprète notre univers, notre héritage de la rosace au plafond qu'on va retrouver dans les univers haussmanniens et autres, par un luminaire. Donc là, tout le luminaire, c'est vraiment la rosace, ça s'appelle pas vraiment rosace, avec le système de LED et ce luminaire-là, avec cette idée de on vient décorer un lieu, lui amener du cachet par le luminaire, mais en étant toujours dans nos savoir-faire. On vient pas forcément copier quelque chose d'existant, on vient innover à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que quand on parle de marque, on parle de parti pris et on parle d'ambition de départ, de se dire on a vraiment cette idée de la marque qui vient amener un plus, derrière. Alors, il reste évidemment en B2B, hein, Garabos, c'est vraiment leur métier d'être, dans cet univers-là, mais ça leur a vraiment permis aussi de se dire d'attirer d'autres types de commandes et de vraiment monter en gamme, d'avoir une autre complètement une autre perception, de leurs clients, heu, qui sont des architectes sur leur métier. Ils ont vu la valeur et la valeur ajoutée derrière du client. Voilà et ça se traduit évidemment par des brand books ou, d'autres types de supports. Hem, Peut-être rapidement, quelles sont les autres possibilités si vous vous dites: «Bah non, finalement pour moi lancer une marque c'est trop coûteux» ou, «Ça fonctionnerait pas pour nous». D'autres possibilités, ça peut être aussi de se dire, on peut travailler aussi comme une marque, mais une collection B2B. Alors là, je prends l'exemple, par exemple, d'une marque qui justement, est un atelier de fabrication, c'est pas une marque, pardon, un atelier de fabrication dans le vêtement qui dit: «Nous, on n'a pas, l'envie et la culture peut-être d'aller jusqu'à créer vraiment notre marque. On va déjà créer un catalogue produit, pour aller chercher d'autres types d'acteurs et donc là, on est plutôt sur une marque qui vend des vêtements en B2B et c'est moins exigeant en termes de marketing, on va le dire. Ça peut être aussi, j'aime bien cet exemple-là, une marque, collaborative. Ça, c'est l'exemple d'une marque qui a été, lancée par Michel Péchiot la marque s'appelle Les Ateliers Réunis. Si vous cherchez sur internet, vous trouverez rien. Pourtant, elle est vendue dans pas mal de points de vente et c'est une marque qui est, non digitale, qui regroupe en fait qui regroupe des pièces fortes et avec une certaine direction artistique quand même, mais issues d'ateliers et qui sont des ateliers qui travaillent pour d'autres marques et qui en a fait une marque finalement, Les Ateliers Réunis, qui est vendue dans des commerces de détail. Donc là, évidemment, pas de site web, pas d'in pas d'investissement marketing à ce niveau-là. En revanche, il y a une vraie collaboration et c'est de cette collaboration qu'est née une histoire forte, qui est racontée derrière. Et parfois, vous allez simplement avoir besoin d'une collection image, c'est-à-dire d'un produit ou de pièces qui vont, un peu comme Garabos, même si Garabos les vend aussi, mais qui vont amener votre client à se dire: «Mais en fait, OK, je comprends, je pousse mon savoir-faire dans une collection image le plus loin possible. Qu'est-ce que je q Comment on peut rendre mon savoir-faire le plus visible possible?» Et cette collection image, elle est là pour montrer de la valeur et montrer vraiment, comment on peut amener finalement notre client à, se rendre compte de tout notre savoir-faire et de la palette immense de notre savoir-faire. Donc la collection image, elle est pas souvent vendue. Elle peut être, simplement ça peut être des prototypes qui sont utilisés en communication et qui vous permettent derrière de vraiment valoriser les savoir-faire. Je vois qu'il y a une petite question. Ah bah non, c'est une remarque. Merci pour cette, remarque. Hem Et oui, le sujet de du du branding et du marketing et je le répète, hein, qu'on soit dans un univers très industriel ou dans un univers, on va dire beaucoup plus produit du quotidien est le même. On va passer moins de temps en effet en B2B à travailler les détails d'image et c'est moins exigeant. En revanche, notre client final aujourd'hui reste un client qui est abreuvé en permanence d'univers, assez marketing, d'univers assez poussés
si on veut vendre une marque, on n'a pas le choix que de passer par cette méthodologie-là. Donc je vais reprendre vos questions. Typiquement, alors Papillon qui est métallier, spécialiste de la fabrication de trappes de sol. N'hésitez pas à me dire si vous avez justement, parce que j'ai pas vu votre, si votre question c'était de centrer l'activité sur le domaine en vue de passer le flambeau d'ici 4 à 5 ans, bah là, cette question du spécialiste peut aussi être intéressante pour vous, de dire, bah, comment justement on devient, cette référence dans la trappe de sol. Qu'est-ce qui va faire qu'on va nous choisir nous plutôt qu'un autre ou la faire sur mesure? Et quels sont les avantages qui sont perçus par nos clients? Ça passe vraiment au début dans le diagnostic. Peut-être que c'est clair pour vous, mais par qu'est-ce qui a du sens pour nos clients? Qu'est-ce qui va faire le petit plus qu'on va pouvoir apporter? Et c'est là où la marque de fabricant est forte, c'est qu'elle peut avoir vraiment un regard spécialiste sur la question. Petra, sur la question des problèmes de prix, je pense que c'est aussi en effet tout ce travail-là de comment justement, c'est un peu l'histoire de la coupe Émile Henry, mais comment on vient casser l'image de la valeur qu'on peut automatiquement donner à un produit pour amener des nouveaux référentiels. Et donc, quand on vient raconter et mettre en scène quelque chose qui est très cohérent et qui a une vraie vision, dans ces cas-là, vous pouvez vraiment ajouter une vraie valeur ajoutée et sortir du problème de prix. Parce que si vous regardez dans les marques, autour de vous, il y a quand même beaucoup de marques qui vendent cher. Mais quel est l'enjeu? C'est pas uniquement de vendre cher, c'est évidemment pour vous de bien en vivre. Mais comment on fait? Bah, c'est aussi en ayant un parti pris qui est très affirmé. Alors, Mohamed, vous aviez dit, votre objectif, c'est de lier des partenariats avec des fabricants opérationnels fiables en respectant la réglementation. Accompagner les clients à l'international. Est-ce que l'enjeu pour vous, justement, c'est de lier des partenariats avec votre marque cosmétique, justement avec ces fabricants, ces partenaires opérationnels? Si c'est ça l'enjeu, c'est vrai que souvent on parle quand on pense marque, on pense vente. Mais en fait, l'écosystème d'une marque, il est beaucoup plus large. Il est aussi, bah, en fait, les gens qui vont fabriquer pour vous, les partenaires que vous allez avoir autour. Donc évidemment, bon, il y a une discussion, on va dire, plus juridique ou plus contractuelle de quel est le gagnant-gagnant dedans, mais il y a aussi l'attachement que vous allez pouvoir générer. C'est quand on parle de marque employeur, c'est un peu cette idée-là, c'est comment je garde mes salariés ou j'attire de nouvelles personnes, de nouveaux talents par une marque forte. Et tout ce travail-là, en fait, a une répercussion autant sur des équipes, sur des salariés, que sur votre écosystème. Donc ça peut avoir ça peut être un vrai atout pour le faire. Je vois. Alors, Papillon, je suis en effet sur du sur-mesure uniquement et je démarque par la capacité à créer du vrai sur-mesure et un produit facile à installer et fiable depuis plus de 13 ans. Bah, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a Maxime de Thomas qui est aussi sur un produit sur-mesure avec les comptoirs en étain dans cette visio. Et l'enjeu, en effet, de valoriser ça. Alors, le risque de faire que du sur-mesure, c'est de rester dans cette posture de fabricant. Mais si vous, justement, vous avez envie de dire, bah, comment je renforce cette image-là, par une marque forte qui peut être spécialiste du sur-mesure, mais qui a une manière de faire, des convictions, une vision très spécifique qu'on lui fait à 300 confiance. Donc ça peut être un outil pour vous aider à justement renforcer cette image-là. Merci Muriel, pas de problème. Et Papillon, eh ben, j'irai voir votre site avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez quelques questions. On a dépassé le temps, je suis désolée. Ça m'arrive souvent. Mais en tout cas, voilà, si vous avez besoin, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on échange très simplement, évidemment, gratuitement, bien sûr, sur vos problématiques et vos enjeux.
Sinon ce sera avec grand plaisir. Merci pour vos retours aussi. Merci Maïlis. Je peux vous envoyer, si vous le souhaitez, la présentation. N'hésitez pas à me faire un petit mail si ça vous intéresse. Je pourrais aussi vous envoyer la vidéo. Je vous remercie d'avoir participé à cette visio, à ce webinaire. Et n'hésitez pas aussi, j'essaye d'avoir une régularité un peu plus forte sur les webinaires et de un peu plus partager tout ça. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire au prochain également. Et je reste à votre disposition si vous le souhaitez. Et je vous souhaite, merci Pépillon, je vous souhaite une très belle après-midi et une belle fin de semaine. Petra, on pourra en parler avec grand plaisir, notamment sur la question des biomatériaux, c'est toujours intéressant. À bientôt.